Eh bien donc bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde dont le thème est se saisir de la crise comme révélateur. Moi je suis Caroline Vincencini, je suis économiste et un peu sociologue aussi dans cette maison, dans cette ENS. Et d'ailleurs je trouve que l'ENS pousse un petit peu loin la continuité avec le bâtiment d'avant, parce que déjà on se gelait dans la salle Renaudot et je vois que c'est pareil dans l'amphi Hodgkin, mais voilà, ça nous rappelle là d'où on vient. Voilà. Et donc je présente rapidement les collègues qui vont intervenir. Alors je ne sais pas du tout s'il y a un ordre, je ne sais pas ce qui est prévu. On a fait par ordre alphabétique. Alors je vais commencer par Ahmed Bounfour, qui est donc en vidéo, sans doute derrière moi, voilà. Qui est professeur de sciences de gestion à l'université Paris-Saclay, titulaire de la chaire européenne de management de l'immatériel et membre du RITM, qui a surtout travaillé sur des thèmes de compétitivité, création de valeur, capital immatériel, innovation, etc., qui a publié de nombreux livres sur le capital organisationnel, actif immatériel, et qui est éditeur de Series on Digital Spaces chez Springer, et qui évoquera notamment... je le laisserai évoquer. Ensuite, par ordre alphabétique, nous avons Jean-Pierre Durand, également en visio, qui est professeur de sociologie émérite à l'université d'Évry, où il a créé le centre Pierre Naville. Jean-Pierre s'intéresse à la sociologie générale, dans une perspective critique. Il s'intéresse aussi à l'automobile, en collaboration avec le GERPISA. Beaucoup à la sociologie du travail et des organisations. Et aussi, je ne sais pas si ça sera l'occasion d'en parler aujourd'hui ou pas, Jean-Pierre, tu nous le diras, un intérêt pour la photographie qui a débouché sur notamment l'organisation d'un master de sociologie visuelle, qui est une spécificité de l'université d'Évry. Et il a collaboré à la création de la nouvelle revue du travail qu'il dirige. Ensuite, nous avons Christian Mouana, qui est ici, chargé de recherche CNRS au CESDIP, à l'université Versailles-Saint-Quentin, qui a travaillé sur les politiques pénales, les politiques de sécurité, les relations police-publique, police-justice, l'organisation de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des tribunaux de grande instance, et qui a aussi publié de nombreux ouvrages et articles universitaires sur ces thèmes, et aussi des nombreux rapports, notamment pour le ministère de la Justice, la mission GIP, voilà, dans un genre de recherche un petit peu différent. Et enfin Camille Penny, qui est professeur de sociologie à l'université Versailles-Saint-Quentin, membre du Printemps, dont les recherches portent sur le déclassement, la reproduction sociale, la mobilité sociale, et plus généralement sur la stratification sociale et les inégalités. Et je signale qu'il est directeur de la Graduate School Sociologie et Sciences Politiques de Paris-Saclay, puisqu'on est aussi là pour se rencontrer, faire connaissance entre nous. Et d'ailleurs, des quatre, je ne connaissais que Jean-Pierre, donc je suis ravie de rencontrer les trois autres. Alors, je crois que ce qui est prévu, c'est que vous avez 15 minutes maximum chacun. Voilà, je vous ferai signe 5 minutes avant. Et comme ça, nous aurons quelques minutes de discussion avec la salle. Donc, par ordre alphabétique, Ahmed, c'est à vous. Ok, merci. Donc, ce que je vais présenter, c'est pour l'essentiel une tribune opinion que j'avais publiée dans Les Échos en avril 2020. Juste un complément, j'ai été étonné que dans le recensement qui a été fait des articles de presse, que les journaux économiques n'aient pas été inclus dans le travail qui a été présenté hier. Alors, cette tribune s'appelle La revanche de la production, et avec deux arguments principaux. Le premier, c'est de dire en gros que la crise de la Covid-19 a brutalement mis en évidence les fragilités des chaînes de valeur mondiales, parce qu'en fait, la tribune porte sur l'organisation des chaînes de valeur mondiales, en particulier dans leurs maillons productifs
en l'occurrence la partie productive de la chaîne de valeur, délocalisée dans les pays asiatiques, ces maillons sont incapables de livrer. Et donc, en refusant de livrer, d'une certaine manière, ça c'est l'argument principal de la tribune, il y a une espèce de révolte et de revanche de la production qui appelle à une refonte fondamentale de la façon dont les entreprises, en particulier européennes, s'organisent, et naturellement avec des incidences sur la politique publique, mais des incidences aussi à terme sur la façon dont nous, chercheurs, enseignants-chercheurs, enseignent l'économie et la gestion. Alors, un petit retour en arrière. Durant les années 1980, la production de la valeur a été repensée comme un processus d'interconnexion entre des maillons d'une chaîne de valeur mondialisée dans laquelle chacun des segments a été défini avec une finalité première, l'optimisation des flux et des coûts associés. Donc, il faut bien voir que tout ce processus d'éclatement des chaînes de valeur dans le monde a été gouverné, je ne vous apprends rien de nouveau, par un processus fondamental qui est l'optimisation des flux et des coûts associés. Donc, ces principes structurants des activités étaient pour ainsi dire généralisés à l'ensemble des activités productives et en particulier à celles pouvant faire l'objet d'un éclatement en segments autonomes de production. Donc, ce processus, ça permet à des entreprises modélisées de répartir géographiquement des segments de valeur entre pays en réservant pour l'essentiel le segment de la production physique stricto sensu à des pays asiatiques. Et là, on retrouve, sur un plan plus général, tout le contrat qu'on pourrait qualifier de capitaliste qui a été fait avec la Chine par les grandes multinationales, qui consiste à délocaliser la production en contrepartie, je dirais, d'un accès au marché, mais en associant aussi des problématiques de transfert de propriété intellectuelle. Alors ça, c'est le contexte. L'argument central, c'est que dans ce processus de répartition des tâches, l'acte productif stricto sensu est peu rémunéré. Il y a eu un travail très intéressant fait dans les années 2000, 2008, 2009 par des collègues de l'Université de Californie en particulier, qui a donné lieu à une publication dans Industrial and Corporate Change 2009, et qui a un travail très intéressant sur le plan, je dirais simplement, documentaire, qui a montré la façon dont les maillons de l'iPad, de l'iPhone sont rémunérés. On voit bien que l'acte productif strict sensu de l'iPad et de l'iPhone était $4. $4 pour environ $500 payés par le consommateur final. Et ceci rejoint le concept de smiling curve, la courbe des sourires, qui a été proposé il y a assez longtemps par le fondateur d'Acer. En gros, ce qui est important dans la création de valeur, c'est bien les phases amont, c'est-à-dire R&D conception, et aval marketing distribution, et on délaisse la partie productive à d'autres. Et en l'occurrence ici, dans le cas qui nous concerne, un pays, la Chine. Et ceci, par ailleurs, rejoint le concept d'entreprise, enfin, ce n'est même pas un concept, c'est le slogan d'entreprise sans usine, qui a été promu il y a assez longtemps par un grand patron d'une grande entreprise française, en l'occurrence Alcatel. Ce que je dis, c'est que ça, c'est le troisième point, c'est qu'avec la crise de la COVID-19, l'extrême fragilité des interstices entre maillons, et en particulier du moins rémunérateur d'entre eux, est apparue au grand jour, dès lors que celui-ci est localisé dans un seul pays et de surcroît le plus productif d'entre eux, souvent se trouvant frontalement touché à la pandémie. Et donc, de ce fait, l'acte productif, qui consiste à produire des choses, des masques, des produits pharmaceutiques, etc., se trouve mis à nu dans sa fragilité originelle. Donc, il y a de ce point de vue un intéressant retournement de situation par la révolte, en quelque sorte inconscient, des segments productifs et en particulier de ceux des maillons peu rémunérés, au demeurant, dans notre façon de voir le monde, comment dirais-je, faisant l'objet d'une forme de mépris. Donc, ces segments productifs, dont l'impossibilité de livrer, donc livrer les masques et les produits associés, indiquent à la chaîne mondialisée à la fois leur faiblesse, mais également leur force. Ils manifestent ce faisant publiquement leur revanche par l'improduction. Refusant de produire ou montrant leur incapacité à produire, il y a là un signal envoyé à la chaîne de valeur globale ou mondialisée
à la fois de leur extrême faiblesse, mais également de leur extrême puissance. Donc, au-delà de ces segments, la fonction de production rappelle au gestionnaire visible et invisible de la chaîne son existence et ses nouvelles exigences de considération. Donc, l'acte productif, ce faisant, se révolte et indique à la chaîne et à ses gestionnaires la nécessité d'un respect et, en faisant grève d'une certaine manière, il indique leur force et on voit un signal à la chaîne. Donc, de ce point de vue, on pourrait considérer que le Covid-19 est un allié objectif de l'acte productif minoritaire en ce qui lui permet de révéler sa puissance. Acte qui jusqu'ici a été peu considéré dans les décisions globalisantes car non stratégiques. On découvre subitement que produire des masques, comme je l'avais dit, est aussi stratégique que les concevoir et les distribuer. C'est même vital au sens premier du terme, mais dans le système d'incitation dominant, c'est bien la question centrale en fait de notre session, c'est l'organisation de la production dans le cadre d'un système d'incitation à l'organisation de la valeur. Les managers ne sont pas jugés sur la satisfaction des besoins vitaux des citoyens de cette planète, ils le sont sur la maîtrise de l'optimisation des flux globalisés. Donc on retrouve ici ce que j'avais indiqué, avec 30 ans de retard, l'impact à beaucoup d'égards désastreux sur les entreprises elles-mêmes, de leur savoir et leur savoir-faire, de ce qu'on peut appeler l'idéologie de l'externalisation développée dans les années 90, laquelle avait promis, souvent sans arguments techniquement fondés, la prédominance irrémédiable du marché sur les hiérarchies. En fait, toute l'idéologie de l'externalisation consistait à dire au patron, vous devez externaliser. Et quand on regarde, moi j'ai beaucoup travaillé sur les services informatiques, et quand on regarde les données de contrôle de gestion, etc., dans beaucoup de cas, les DSI sont aussi performantes que les marchés. Mais le marché a son avantage, qui est l'idéologie de la primauté du marché sur la hiérarchie, sans pour autant qu'on puisse techniquement démontrer cette primauté de manière systématique. Donc la question est s'il y a défiance affirmée de la productif, ici en l'occurrence pour des produits vitaux pour la population, comment y répondre? Donc il y a en fait trois niveaux de réponse à mon avis, je vais terminer là-dessus. La première, c'est de l'ordre du management, des systèmes d'incitation et de pilotage. Donc au-delà des considérations sur la RSE, il convient d'explorer l'exploration du système d'incitation de management de la dimension écosystémique et géostratégique de la production. En gros, on retrouve l'importance de l'acte productif dans les décisions managériales et on aligne d'une certaine manière le système d'incitation sur cette nécessaire intégration. Alors évidemment, est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Quand on regarde la littérature récente, à la fois produite par de grands instituts internationaux, mais aussi par d'autres, on retrouve que cet exercice est extrêmement difficile pour les raisons simples, c'est que les considérations de performance au niveau économique, et même si on prend l'économie en tant que telle, la productivité est liée intrinsèquement à des relations input-output, et donc la prédominance de la productivité comme façon de mesurer la performance va induire évidemment va impacter considérablement la possibilité ou non de revoir le système d'incitation des entreprises. Sur le plan plus politique public, plus je dirais maison ou macro, il y a des questions liées à la localisation. On a beaucoup discuté de la localisation, relocalisation des activités et peut-être de constitution de zones géographiques proches dans lesquelles, je dirais, la production pourrait être collectivement assurée. Les publications récentes, tant de la Banque mondiale, de l'OCDE, etc., montrent qu'il y a des discussions intéressantes, techniquement intéressantes, sur la façon de mutualiser des systèmes de production sans pour autant aller jusqu'au bout. Et puis le troisième niveau, je dirais, d'impact qui nous concerne directement ces chercheurs, c'est toute la discussion sur nos enseignements et nos programmes de recherche en matière de mesure de la performance, en matière d'optimisation et évidemment en matière de création de richesses, de la valeur et de leur répartition. Voilà ce que je voulais dire pour l'essentiel s'agissant de cette tribune sur la refonte de la production. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ahmed, d'avoir aussi bien tenu le temps, d'avoir été très synthétique. Du coup, je passe la parole à Jean-Pierre Durand.
Bonjour. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est ce qui a été publié avec Dominique Lehmann dans Libération du 2 avril dernier. Article dans lequel, ou tribune dans laquelle on montre que le Covid-19 est révélateur de certains travers de notre société et ici révélateur de la tragédie du flux tendu. Le constat qu'on a tous fait en mars dernier, pas de masque, pas de respirateur, pas de gel hydroalcoolique en France. Et on pourrait ajouter, les causes en sont différentes, mais les effets sont les mêmes. Pas de lit dans les hôpitaux pour les malades du Covid-19. Globalement, pour ce qui est pas de masque, pas de respirateur et pas de gel hydroalcoolique, c'est la conséquence de deux erreurs, on pourrait même dire deux fautes, des gestionnaires des entreprises et des politiques, dont les effets sont cumulatifs quand il s'agit de produits stratégiques ou bien de produits qui attentent à la sécurité sanitaire. Je vais parler à la fois des délocalisations industrielles, ce qui vient d'être dit d'une autre manière à propos de la chaîne de la valeur, et l'absence de stock ou la gestion en flux tendu. Et tout ce que je vais dire ici, c'est vrai pour le Covid-19, mais ça devrait aussi servir d'illustration et de diagnostic peut-être pour tout ce qui a trait à la défense nationale, à la sécurité des données, où pratiquement les mêmes erreurs continuent à dominer dans notre système de décision. Donc, je dis les délocalisations industrielles et l'absence de stock ou la gestion en flux tendu. Alors, d'abord, la délocalisation, ou les délocalisations. Bon, beaucoup de choses ont été écrites, je ne vais pas faire le tour de l'affaire. Mais ce qui n'est pas assez répété à propos de la main-d'œuvre, c'est un peu ce qui vient d'être dit, mais ce n'est pas seulement, pour nous, ce qui nous intéresse en sociologue, ce n'est pas seulement le bas coût horaire ou mensuel qui justifie les délocalisations. C'est presque un effet seulement. Fondamentalement, ce qui justifie les délocalisations du point de vue des coûts, c'est l'absence de droit social de la main-d'œuvre. C'est sa docilité dans des pays autoritaires. Il faut remarquer où on délocalise. Ce n'est pas n'importe où. Hein. Si on regarde de près, c'est en Chine, c'est en Turquie, c'est au Maroc, c'est en Inde, c'est en Roumanie, enfin, que des pays qui tiennent bien leur population. Et comme ces pays n'ont quasiment pas de droit social, qu'il est vraiment au niveau le plus bas, on peut remarquer que le souhait le plus grand de nos dirigeants depuis une bonne trentaine d'années, c'est quand même d'aligner le droit social européen sur le droit social de ces pays. Évidemment, ce que je dis là, ça va vite, c'est très vite dit, mais si vous regardez de près, si vous analysez toutes les tentatives de réforme, en France en particulier depuis une trentaine d'années, c'est la réduction du droit et des droits sociaux des salariés en général, et c'est la raison fondamentale pour moi des délocalisations. Alors, revenons au cœur du sujet, la question de l'absence de stock et du flux tendu. Alors, la crise du Covid a mis en exergue ses conséquences néfastes et en fait remet au goût du jour des analyses que nous, sociologues, nous avons fait depuis 2 décennies. C'est quand même intéressant de voir aussi de temps en temps le rôle des sociologues en mesure de faire des diagnostics sur les erreurs de gestion ou sur les erreurs politiques. Et ça, on l'oublie bien souvent. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est ce que j'ai écrit, publié en 2004 dans la chaîne Invisible, republié en 2012. Hein, donc, ça fait quand même 2 décennies qu'on explique les dangers du flux tendu. Alors, le flux tendu, bon, c'est un flux sans stock, ce qui veut dire, je reviendrai là-dessus, qu'il n'y a pas de stock tampon entre des postes de travail, des usines, etc. Alors, il faut dissocier le pourquoi du flux tendu selon les économistes, et puis ce que je vais vous proposer en analyse plus fondamentale. Selon les économistes, la fin des stocks, c'est évidemment l'accélération de la circulation du capital. C'est moins de capital immobilisé, donc si c'est moins de capital immobilisé, c'est des profits à court terme. Et quand je dis à court terme,
c'est pour souligner que l'absence de stock, ou la réduction des stocks ou l'absence de stock, ça ne marche qu'une fois, quand on a pris la décision de réduire ou de supprimer les stocks, hein, puisqu'il ne peut pas y avoir de stock négatif, sauf statistiquement si on veut se faire plaisir. Mais globalement, on ne peut pas descendre en dessous du stock zéro. Donc, on pourrait dire c'est une réforme one-shot. Et c'est la raison pour laquelle les sociologues vont un petit peu plus loin pour dire qu'il y a une autre raison bien plus fondamentale sur l'existence et la généralisation du flux tendu. Alors, je ne vais pas vous expliquer ou développer cette généralisation, mais il faut la voir absolument partout. C'est vrai dans l'industrie, dans la relation client-fournisseur, mais c'est vrai aussi dans les services. Et évidemment, la plus belle illustration, c'est certainement les fast-foods, mais on verrait aussi que c'est vrai dans les hubs pour les avions, c'est vrai dans les hôpitaux, c'est vrai partout. Donc, cette réduction ou cette absence de stock fonctionne d'une certaine manière, pour commencer, entre les postes de travail. Hein. Pas de stock entre deux postes de travail, pas de stock entre deux unités, entre deux ateliers, entre deux entreprises. Et ce qu'il faut retenir, et qui est paradoxal dans un système comme le nôtre, un système capitaliste, c'est que fondamentalement, et c'est ça qui n'est jamais écrit parce que ça serait faire l'aveu du projet de gestion de la main-d'œuvre derrière le flux tendu, c'est que fondamentalement, le flux tendu fragilise la production volontairement. Et ça, c'est quelque chose d'une certaine manière de révolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un paradoxe, hein, mais c'est comme ça. En fin de compte, à partir du moment où il n'y a pas d'encours, on dit encours ou de stock tampon, enfin, on sait comme on veut, entre deux postes de travail ou entre deux unités, les salariés se trouvent mobilisés à l'extrême, mais pas seulement les ouvriers, hein, c'est vrai pour les cadres, c'est vrai dans la manutention, c'est vrai dans la logistique, c'est vrai partout. Hein. Parce que pour que la production sorte, hein, que le client soit livré, chacun doit tout faire pour ne pas rompre le flux. Et c'est en ce sens que le flux tendu, c'est véritablement un outil de gestion de la main-d'œuvre. C'est un outil de mobilisation qui ne dit pas son nom, hein, qui se présente sous une forme technique ou sous une forme économique, pas de stock, pas de circulation accélérée du capital, etc. Mais fondamentalement, si la fin des stocks a eu autant de succès depuis, on va dire, le milieu des années 90, c'est parce que c'est un mode de gestion de la main-d'œuvre qui la mobilise. C'est vrai dans l'industrie, c'est vrai aussi dans les services. On pourrait le montrer dans la banque, dans l'assurance, enfin bon. Alors, l'effet, et c'est là qu'il faut aller jusqu'au fond des choses, pour montrer que l'effet fondamental de l'absence de stock, au-delà de la mobilisation des salariés, c'est le stress qu'il produit sur les salariés qui, souvent, n'ont pas les moyens de ne pas rompre le flux, ce fameux flux tendu, et qui finissent par ne pas dormir, en particulier les cadres de premier niveau, parce qu'ils ne réussissent pas à tenir les engagements qu'ils ont pris eux-mêmes ou qu'on les a contraints à prendre vis-à-vis de la direction. Et donc, on arrive, à partir de cette description, de cette analyse du flux tendu, aux fameux risques socio-psychiques, que certains appellent risques psychosociaux. D'ailleurs, on ne dit pas souvent des risques, on ne va pas jusque-là. Moi, je pense que c'est plus que des risques, hein, c'est vraiment des effets réels socio-psychiques. Alors, je dis socio-psychiques parce que quand on dit psychosocial, on a l'impression que c'est la responsabilité des individus, parce que dans la langue française, quand on est psycho en début, ça veut dire que c'est d'abord psychologique et qu'ensuite c'est peut-être organisationnel et social. Quand je dis que ce sont des risques socio-psychiques, c'est pour montrer que c'est bien l'organisation sociale de la production, en atelier ou dans les bureaux, qui cause ce fameux stress et tout ce qui va avec. Voilà, donc le flux tendu doit être reconnu, non seulement au-delà des questions qu'on a connues autour du masque et de toutes les absences du Covid, il doit être reconnu pour ce qu'il est, à savoir qu'au-delà de ces phénomènes visibles, il est néfaste à la santé des travailleurs dans le travail lui-même. Parce que ceux-ci doivent accélérer le rythme de travail
Et de fait, c'est un outil de gestion, c'est un outil objectivé dans le processus productif. Et à partir du moment où il est objectivé dans le processus productif, et c'est là que c'est très fort, il est plus efficace qu'un chef d'équipe. Parce qu'un chef d'équipe, vous pouvez vous quereller avec un chef d'équipe, vous pouvez débattre. Avec le flux tendu, c'est la déshumanisation, on pourrait dire, de la maîtrise de premier niveau. Voilà. Et si on revient à la crise des masques, eh bien, c'est bien cette même fragilisation inhérente au flux tendu qui a joué contre les gouvernements ultralibéraux. Parce qu'en fin de compte, on doit saisir que cette fragilisation, c'est-à-dire ce sans-stock, il n'y a plus de sécurité sanitaire et on peut penser aussi qu'il n'y a plus non plus d'indépendance nationale ou européenne au niveau de la défense ou dans d'autres niveaux stratégiques. Donc, pour conclure, hein, le principe du flux tendu, qui a été inventé à partir des cas japonais généralisés par le MIT, entre autres, dans un fameux ouvrage publié en 1990, a été là pour accroître les profits industriels, puis celui dans les services. Mais il faut reconnaître, faut le dire fort, je crois que c'est ce qu'on a appris avec le Covid, ce flux tendu ne peut pas fonctionner pour la santé publique, pour les médicaments, pour les lits, pour les équipements sanitaires. De la même manière, il ne peut pas fonctionner pour la sécurité, pour la défense nationale. Et je crois que ce serait un effet positif du Covid, il peut y en avoir un, que les gouvernements retiennent la leçon, et que les gouvernements dépendants de ces régimes autoritaires dont j'ai parlé tout à l'heure retiennent la leçon, mais retiennent la leçon durablement et pas seulement pendant un discours saisonnier. Et ça, malheureusement, j'en doute, vu l'expérience qu'on a depuis 3 décennies. Voilà, je vous remercie. Peut-être que Dominique veut ajouter quelque chose sur ce que je viens de dire, puisqu'il est le co-auteur du papier. Juste un mot pour dire que ce que montre aussi cette crise, c'est comment ce qu'on appelle parfois le New Public Management a pensé et a réintégré en fait un certain nombre de normes ou de critères ou d'objectifs tels que ceux que Jean-Pierre vient de décrire. Avec le paradoxe qu'a priori, autant la rentabilité du capital dans le privé, on peut en comprendre la logique, à défaut de la prouver. Ici, on est plus dans une logique d'économie budgétaire renforcée et il faudrait, mais évidemment, on ne peut pas faire ça dans le même papier, on ne l'a pas fait, mais il faudrait bien entendu faire le lien avec toute la logique qu'on nous serine autour de la dette, dont on a vu d'un coup que magiquement, comme dirait le président de la République, on pouvait s'en affranchir, mais fondamentalement, on continue sur cette logique. Il convient d'économiser le plus possible sur les budgets publics et on voit les effets que ça a produit là dans le cadre de la santé. Je pense que sans épiloguer, mais ce qui nous intéresse aussi, ce serait d'aller regarder les effets de tous ces éléments, le flux tendu, la baisse du coût du travail, le management minimaliste en termes de recrutement et la précarisation de l'emploi dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je pense qu'on n'est pas du tout à l'abri de ces questions-là, même si évidemment on n'est pas en première ligne par rapport à la crise de la Covid, qui, elle, concernait d'abord la santé, mais ce qu'on va essayer de montrer dans le papier, c'est que c'est la santé de la population et c'est la santé des gens au travail de la santé. Et donc, on est dans une espèce de cas grave. Et il me semble qu'aujourd'hui, tout ce qu'on entend sur le risque de la deuxième vague tient au moins autant et probablement davantage à l'état de l'hôpital public et de la santé qui reste absolument catastrophique qu'à véritablement la virulence du virus, même si je n'ai pas les connaissances pour l'évaluer. Voilà. Je m'arrête là. Merci pour compléter quelque peu ce que disait Jean-Pierre, que je rejoins évidemment sur le reste. Bon, merci beaucoup à tous les deux. Oui, donc nous enchaînons avec Christian. Je vous passe. Oui. D'accord, merci. Ah, il y avait celui-là, pardon. Bon, désolé. D'accord. Bon. Je pense qu'on m'entend, oui. Donc, je vais commencer pour ne pas perdre de temps. Donc, bonjour à tous. Je vais me saisir de la crise comme d'un révélateur dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, même si je vais vous parler d'un sujet qui est a priori complètement différent, puisque je pars de beaucoup d'années de travaux sur la police, la justice et les prisons, ce qu'on appelle la chaîne pénale. Et là, on rejoint le concept de chaîne industrielle. Je vais essayer de vous proposer une vision dynamique de ce circuit qui va de l'interpellation de la personne jusqu'à l'exécution de sa peine quand il est condamné.
Et donc, cette chaîne pénale, eh bien, elle est traversée par des choses qui sont très proches de ce qui vient d'être dit, à savoir, il y a des stocks de condamnés ou de personnes en attente de condamnation, il y a des flux, il y a un rythme judiciaire, il y a des mesures à exécuter, et on voit comment la justice, victime elle aussi du New Public Management, il n'y a pas que les politiques de santé, mais c'est mise depuis le début des années 2000 à procéder de plus en plus pour rentrer dans ce qu'on appelle la justice rapide ou la justice du temps réel, c'est-à-dire qu'il faut aller de plus en plus vite. C'est le développement, par exemple, des comparutions immédiates, ex flagrant délit. C'est aussi, c'est moins connu, la multiplication de la justice sans audience. Maintenant, 75 à 80% des délits qui arrivent en correctionnel sont traités autrement que par l'audience, à travers des sanctions qui sont adressées par courrier, à travers de la convocation dans des bureaux de délégués du procureur. Il n'y a plus de débat. Le parquet propose une sanction et puis on l'accepte, ou on essaie de pas l'accepter et on va en audience, mais là, on risque gros. Donc, je vous propose un regard sur la police et la justice qui ne se limite pas aux grandes affaires médiatiques. Le problème, c'est que trop souvent, les médias lisent et analysent le fonctionnement de la justice à travers ces grandes affaires, mais en fait, ça représente à peine 3-4% des affaires. 95%, c'est ce qu'on appelle le petit et le moyen pénal, et c'est plutôt de ça que je vais vous parler. Alors, sur ces sujets policiers, judiciaires et carcéraux, toute cette chaîne pénale, où on n'est pas loin du travail à la chaîne, avec des magistrats qui font de l'abattage, on mesure leur rythme, ils doivent être productifs, etc. Est-ce que la Covid a été un révélateur ? Alors, je vais articuler ma présentation avec 3 remarques, 2 courtes pour tenir le temps et une un peu plus longue, pour essayer d'être plus explicatif. Voilà, donc la première remarque qui est très courte, c'est que sur tous ces sujets de sécurité, police, justice, il y a un sentiment de crise permanente. En ce sens, la Covid n'est qu'une crise parmi d'autres. Un peu avant, il y avait les gilets jaunes. Maintenant, on parle beaucoup de la montée de l'insécurité, de la violence. Et hier, on me demandait de parler de l'affaire de Champigny. Bref, on est sans arrêt dans cette urgence, dans ce sentiment de crise. Quand c'est pas ça, c'est le terrorisme. Donc, finalement, même si la Covid pose beaucoup de questions, elle est gérée aussi en matière de sécurité. Il y a toute une question autour de la gestion par les policiers, de toutes les contraintes qui sont mises en place à travers cette gestion de la crise, le confinement, le respect du confinement, le respect des diverses interdictions, etc. Donc on est, pour les policiers, dans une nouvelle crise après le terrorisme, après les gilets jaunes. Donc on est dans une espèce de continuité de crise permanente. Voilà, c'est un peu paradoxal, mais bon. Deuxième remarque qui sera plus longue, c'est que le débat sur ces questions-là, elle pose essentiellement sur la question classique, que fait la police, ce que fait la police. Elle donne le rythme elle donne à la fois le rythme et la nature du débat. Très souvent, on a convoqué pour toutes ces questions des spécialistes de la police, des syndicalistes policiers. Finalement, on entend très peu la justice et très peu les prisons. On parle très peu de ça. Il y a une vraie rupture par rapport aux années 70, 80, où il y avait, y compris, beaucoup de chercheurs qui étaient très engagés politiquement sur ces questions. Là, on a toujours beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là, enfin un certain nombre en tout cas, mais on n'a pas l'impression que ça rentre dans le débat public. Et il y a de moins en moins, notamment, de mobilisation sur ce qui se passe au sein des prisons. Les derniers grands soubresauts, c'est les années 2000 avec le livre de Véronique Vasseur et puis le rapport parlementaire qui était titré « Les prisons, une honte ou une humiliation pour la République ». Et puis, on n'en parle plus. On continue on l'évoque de temps en temps, mais ça reste finalement très rare. On ne parle même pas des émeutes qui se passent en prison. Il y a des émeutes en prison, on n'en entend pas parler dans les médias. C'est devenu un espace très clos. On ne parle pas des violences et on ne parle pas des maladies qui sont transmises en prison, la gale, la tuberculose, etc., les problèmes psychologiques, tout ça. Et on jette un voile là-dessus. Et donc, j'en arrive... Alors, je ne sais pas si je peux voir le slide là. J'en arrive à la question notamment qui est très forte. Le problème très important qu'on connaît dans les prisons françaises, j'allais dire de manière relativement
classique, c'est le problème de la surpopulation carcérale. Donc, vous voyez l'augmentation du nombre de personnes détenues, hein, la courbe rouge, et en dessous, la courbe des places. Il y a des programmes de construction de prisons, mais à chaque fois qu'on inaugure une prison, la pénitentiaire vous dit ça va, on est tranquille pour 3 ou 4 années, puis au bout de 3 mois, en général, c'est rempli. On est sans arrêt dans ce gap entre le nombre de places disponibles, on en construit de plus en plus, mais il y a de plus en plus de gens en prison. Bon, je passe sur le reste. Donc, au contraire, on voit que cette surpopulation, les gouvernements ont tenté de les limiter. Il y a une loi célèbre, c'est la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence, qui, normalement, était vouée à faire baisser le nombre de prisonniers. Et ce que vous voyez, là, on a une courbe, alors qui est un peu lissée parce que les chiffres sont assez élevés. Il y a un effet de présentation, mais on voit que la population carcérale, hein, ce trait noir, s'accroît, ne cesse de s'accroître. Et ce qui est intéressant, c'est que sous le ministère de Madame Taubira, au ministère de la Justice, il y a eu plusieurs tentatives pour essayer de limiter ces mises en prison, cette incarcération, notamment une mesure qui s'appelle la contrainte pénale, qui était censée suivre les gens, etc., en dehors de la prison, essayer de trouver d'autres solutions, parce qu'on a des gens aussi qui rentrent et qui ressortent de la prison. Mais on voit que finalement il n'y a pas beaucoup d'effets et que contrairement à la campagne qui avait été menée à l'époque par les syndicalistes policiers contre Madame Taubira disant qu'elle remettait tout le monde dehors, la population carcérale a augmenté, y compris durant la période où elle était au ministère. Alors plein de raisons là-dessus, notamment une qui est que la prison reste la peine reine pour les magistrats. La magistrature, pour des tas de raisons, est très très affaiblie en ce moment. Les magistrats, en fait, se sentent de plus en plus faibles. Le pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif reste finalement un peu à l'arrière, enfin peu pertinent, peu efficace. Et que le fait d'envoyer des gens en prison reste pour certains magistrats quand même au cœur de leur réflexion, au cœur de leur puissance, la puissance de juger. Et puis surtout, je voudrais insister sur un point qui, à travers tous les travaux qu'on a pu faire, enfin les miens, ceux avec Benoît Bastard, ce qu'on voit, c'est la schizophrénie et le manque de réflexion d'une machine judiciaire qui, de plus en plus, pour répondre aux injonctions du politique, aux injonctions médiatiques, incarcère de plus en plus. On le voit là, la campagne sur, soi-disant, l'augmentation des violences actuellement. Donc une justice qui incarcère de plus en plus, avec des audiences qui n'existent plus, mais des décisions qui se font de plus en plus rapidement. Hein. Les magistrats sont évalués sur leur capacité à prendre non pas des bonnes décisions, comme autrefois, mais plutôt de prendre vite beaucoup de décisions. À la limite, que la personne soit coupable ou pas devient un problème secondaire. Et simultanément, c'est l'autre face de la schizophrénie institutionnelle, c'est simultanément tous les ministères, y compris Rachida Dati, ont essayé de pousser les magistrats à faire sortir les gens. Il s'agit d'en capturer de plus en plus dans le système pénal, mais d'en faire sortir de plus en plus pour ne pas remplir les prisons, parce que tout le monde se rend compte que les prisons sont quelque chose d'explosif, avec de la violence, avec de la désinsertion sociale. La prison comme école du crime, hein, c'est là où on rencontre des tas de gens qui vous permettent de vous développer dans la délinquance. Et puis tous ces problèmes de maladies contagieuses, de maladies psychiatriques ou psychologiques, etc. Et on a de plus en plus de gens qui sont, ça, c'est un ancien terme, sous main de justice, y compris en milieu ouvert, en dehors de la prison. Avec une question qu'on ne pose pas assez, mais que finalement on a beaucoup de gens qui passent très peu de temps dans ces prisons. Je vous ai mis des chiffres, hein, 32% des gens qui rentrent en prison au cours de l'année 2018, y ont passé moins de 3 mois. Ça pose des tas de questions par rapport à la prison, réinsertion, etc. Finalement, on s'aperçoit qu'en 3 mois, on ne peut pas faire grand-chose. 57%, ils sont restés moins de 6 mois, 80% moins d'1 an. Donc en fait, je parle de cet immense, et 96% moins de 3 ans. Mais en tout cas, quand on regarde ces chiffres, ce qui est frappant, c'est de voir que la plupart des gens vont en prison pour des périodes très très courtes. Alors, en termes de protection de la société, on peut se poser des questions. En termes de réinsertion, on peut se poser des questions. Bref, ça pose la question, à quoi sert la prison ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la Covid, ça met en lumière, ça jette une nouvelle lumière, mais finalement qui n'a pas été tellement relayée par les médias, sur toutes ces incohérences. Le fait qu'on fasse rentrer de plus en plus de gens en prison, puisqu'il y en a à peu près 70 000 personnes en prison avant
avant la Covid, mais on a en moyenne 90 000 personnes par an qui rentrent en prison et à peu près 90 000, 100 000 qui sortent de prison durant la même année. Donc il faut imaginer la prison comme quelque chose où les gens rentrent, sortent, sont contrôlés, etc. Et que la justice condamne de plus en plus de gens, puis après cherche à aménager les peines, soit en transformant les peines de prison en bracelets, sursis, etc. Enfin, il y a plein de... Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est un peu complexe, mais il y a plein de façons d'exécuter sa peine hors de la prison. Troisième remarque, qui va être courte aussi, c'est qu'il y a bien eu un effet Covid sur les prisons, qui est, ça fait des années qu'on cherche à freiner, à vider un peu les prisons, et puis arrive le Covid, sentiment d'urgence, eh bien on voit que les prisons sont vidées. Alors, pour ceux qui regardent les chiffres, vous avez les chiffres de juillet 2018. Vous avez le nombre de personnes... non, là, c'est passé... Enfin, bon, et je passe parce que je me suis trompé de tableau, je suis désolé, mais on va regarder sur celui-là. Ce qu'on voit très clairement, c'est quand vous regardez tout au bout de la courbe, on arrive à juillet 2020, c'est qu'on a... pour la première fois, cette courbe qui baisse et qui baisse de manière très notable, ce qui est tout à fait surprenant. Pour vous donner des chiffres, on passe en juillet 2019, on est à 71 000 personnes en prison. Juillet 2020, on est à 58 600, soit 95. Ça peut vous paraître une baisse peu démonstrative, mais en fait, c'est vraiment quelque chose d'énorme parce qu'on voit qu'on est en rupture totale. Alors, comment expliquer ça ? Bon, il y a des considérations pratiques. Les tribunaux, comme toutes les autres activités, ont freiné leur production parce que les tribunaux étaient fermés, les magistrats étaient malades ou étaient confinés chez eux. Bon, donc les tribunaux ont moins condamné. Mais il y a aussi eu, et ça c'est assez remarquable aussi, c'est qu'il y a une mobilisation de la part de magistrats de l'application des peines notamment ou des parquets pour faire sortir des gens de prison. Alors pourquoi les ont-ils fait sortir ? Il y a eu la peur d'une épidémie massive en interne. On parle de promiscuité, de gestes barrières en prison, c'est juste une blague. Des masques, il n'y en a jamais eu. Donc, enfin, il y en a eu très très tardivement. Donc, il n'y en avait pas à l'époque, au début de l'épidémie. Et on a eu peur d'émeutes massives comme il y a eu des épidémies de tuberculose et autres. Et on a eu peur aussi d'émeutes, c'est-à-dire de gens qui sont enfermés dans ces prisons, pas de visite, etc. Et donc la peur que ces prisons explosent, qui aurait mobilisé des policiers et généré d'autres problèmes. Ce qu'on voit aussi, mais de manière plus surprenante, c'est qu'il y a aussi une baisse de peines de prison à l'extérieur. Les bracelets électroniques, il y en a aussi moins. Alors là, on peut se poser la question. Bon. Et puis, autre surprise, et là, vous le voyez sur la courbe, vous avez la courbe rouge au milieu, c'est celle des condamnés, et la courbe en bas, c'est celle des prévenus, la question des gens qui sont donc en attente de jugement, qui sont en prison en attente de jugement. Là, on voit qu'il n'y a pas de baisse. Donc, le paradoxe de la justice se maintient. On vide les prisons, là on les a vidées un peu plus vite, mais on continue à maintenir des gens en détention provisoire. Donc pour conclure, je pense avoir respecté à peu près les délais, il y a bien eu un impact de la Covid sur la gestion des prisons et des tribunaux, ça on le voit, mais c'est difficile de la relier, pour répondre à une des interrogations qui était faite dans l'annonce de cette table ronde, de la relier à une mobilisation de la recherche. Soyons très modestes, ce n'est pas la recherche qui a fait bouger les choses, même si ça fait des années qu'avec un certain nombre de personnes, on essaie de réfléchir sur ces questions-là. La recherche peut avoir un impact sur certains rapports des diverses inspections de la justice ou la Cour des comptes ou autres. Il y a quelques échanges. Il y a certains cercles de réflexion qui nous invitent. Mais c'est difficile de toucher le politique, surtout sur le long terme. Et là, on tombe sur un grand classique de la société française ou du système politique français, c'est que parfois, on peut réagir assez vite à la crise, improviser et s'en sortir pas trop mal. Par contre, tout ce qui est suivi de la crise, l'après, tous les gens qui travaillent sur les crises considèrent qu'en France, on ne sait pas faire. Et le pire étant que s'il y a une deuxième vague, on sera peut-être moins préparé que la première, ce qui est quand même un peu paradoxal. Alors, ce qu'on peut montrer, c'est que sur tous ces sujets-là, finalement, la recherche sur la long terme n'intéresse pas trop. Et là, on a quand même un symptôme très fort, c'est qu'on est en train de supprimer actuellement la commission de la détention provisoire qui réfléchissait justement, chercheurs, praticiens, politiques, députés qui réfléchissaient justement sur cette détention provisoire. On supprime aussi l'Observatoire de la récidive et de la délinquance qui réfléchit sur des questions pas très importantes comme la récidive
et la délinquance, évidemment. On préfère continuer à incarcérer vite fait, quitte à refaire ressortir les gens. Et on supprime aussi la Commission nationale d'aide aux victimes, avec des réflexions sur les victimes. Donc on voit quand même l'état où en est la justice là-dessus, tout ça. Et on voit qu'on est reparti sur la logique nouvelle loi de pénalisation et toujours la volonté qui a été annoncée par la circulaire de politique pénale du nouveau garde des Sceaux, il faut accélérer la justice. Ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'il faut accélérer la justice, elle continue à accélérer et on est de plus en plus dans cette spirale. Et donc c'est un système judiciaire qui condamne vite et durement pour les petits et moyens délits, avec de moins en moins d'audience, et condamne à des courtes peines de prison, ce qui quand même pose des tas de questions. Évidemment, je n'ai pas eu le temps d'en parler, on condamne surtout les gens issus des classes sociales les plus pauvres. Il y a le système des garanties de représentation, à délit égal, si vous avez un logement, un travail, une famille, vous serez moins condamné que le SDF. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière très marquée. Et on voit que le politique, par rapport à tout ça, ne veut pas ou ne peut pas réagir parce que le discours sécuritaire, qui n'existait pas au début du quinquennat Macron, ce discours sécuritaire permet de cacher tous les manques des politiques publiques dans ces secteurs sensibles. Et donc, dans ce cadre, le chercheur, finalement, est un casse-pied qui vient gêner. Et vraiment, pour conclure cette conclusion, il semble bien que s'il y a un monde d'après, comme on dit, ne soit pas si rose, on a l'impression de voir ressurgir l'insécurité, le discours sur la punitivité, où vraiment le chercheur n'a pas une place très forte, où il n'est pas très entendu. Je dirais hélas, mais on pourrait dire que je prêche pour ma propre paroisse. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Camille. Donc, salut mes filles. Vers le haut, je crois. Voilà. Bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi, je vais essayer de parler de ce que la crise de la Covid-19 a révélé du point de vue de la question très générale des inégalités, puisque c'est essentiellement la matière que je travaille depuis plusieurs années. Donc j'ai essayé de prendre au sérieux, en réfléchissant à cette table ronde, le terme de révéler, et je me suis dit que c'était une question compliquée. Est-ce que la crise du coronavirus m'a révélé des choses sur les inégalités en tant que chercheur ? Peut-être des bribes de choses quand même, et j'essaierai d'y revenir et d'y insister dans mon propos. Disons plus modestement que, à mon sens évidemment, mais j'ai l'impression que je vais formuler un certain nombre de remarques très banales finalement, cette crise qui dure a illustré un certain nombre de phénomènes que documentent les sociologues depuis de longues années, plutôt que véritablement révéler en soi des phénomènes nouveaux, j'entends du point de vue des inégalités. Alors, je vais d'abord faire deux remarques puisque c'était le prétexte de cette table ronde, sur les deux interventions que j'ai été amené à faire dans la presse, disons, pendant cette période. Le premier élément, c'est sur ce qu'on pourrait appeler la disjonction assez forte entre, d'un côté, la pyramide des revenus et du prestige social, pour dire les choses rapidement, et de l'autre, celle de l'utilité sociale, avec plein de guillemets sur cette expression dont on ne sait pas très bien ce qu'elle recouvre exactement, mais disons que cette première intervention, elle est née, en fait, pour le coup, là, ça m'a révélé des choses à moi-même, sur mon rapport à mon travail. Dans les premiers jours du confinement, nous étions chez nous, enfin j'étais chez moi, dans une forme de désœuvrement professionnel. Alors pas de désœuvrement familial quand on a 3 enfants en bas âge dont il faut s'occuper, mais en tout cas voilà, les cours en ligne n'étaient pas mis en place, il y avait une espèce de sidération, et j'entendais sur mon avenue, j'habite sur une avenue entre 2 hôpitaux, donc j'entendais les sirènes des hôpitaux, je voyais passer les livreurs à vélo, et puis j'allais faire mes courses et je voyais les caissières. Et je me suis dit, finalement, je n'ai jamais nourri beaucoup d'illusions sur ma propre utilité sociale, mais je me disais, quand même, on est là chez nous et d'autres travaillent. Donc un constat extrêmement banal, mais qui, dans les premières heures, dans les premiers jours du confinement, m'est apparu assez fortement. Et donc j'ai fait un tweet où j'ai repris l'expression du président de la République, Emmanuel Macron, sur les premiers de cordée, en disant quelque chose du genre que probablement les premiers de cordée étaient dehors, et ça a été repéré par une journaliste qui m'a ensuite proposé un entretien sur ce thème. Et donc, il me semble que ce qui nous est apparu là pendant ce premier temps du confinement, c'est que lorsqu'une société était réduite à ses fonctions minimales, à sa reproduction minimale en quelque sorte, donc nourrir les gens, les soigner évidemment, les protéger,
c'est que effectivement les salariés, les hommes et les femmes, beaucoup les femmes qui étaient en première ligne étaient aussi surreprésentées parmi les professions mal payées, aux conditions de travail difficiles, invisibilisées le reste du temps, peu considérées, etc., etc. Et puis, corrélativement, beaucoup d'emplois apparaissaient dans ces premiers temps de la crise relativement dispensables, pour dire les choses poliment, en tout cas non essentiels immédiatement, et sans aller jusqu'à considérer que tous ces emplois, tous ces emplois qui nous enfermaient dans nos domiciles en télétravail étaient des bullshit jobs, comme dirait l'autre. Disons qu'en fait, vraiment, ce qui m'avait frappé, c'est cet écart entre, encore une fois, d'un côté, la hiérarchie des revenus et du prestige, et de l'autre, la hiérarchie de l'utilité des fonctions sociales au service du collectif. Donc je reviendrai dans ma conclusion sur ce qu'il en reste aujourd'hui de ce constat qui a été fait par tout le monde. C'était devenu extrêmement banal au bout de 3 jours de dire que les caissières étaient formidables, les livreurs aussi, et que nous n'étions peut-être pas toutes et tous aussi utiles que nous le croyions auparavant. Donc ça, c'était la première intervention. Et la deuxième intervention, je ne sais plus quand c'était, c'est une tribune qu'on a écrite avec un collègue sociologue au CNRS, Philippe Coulangeon, sur l'école, puisque quand on s'intéresse aux inégalités, évidemment, et à la genèse des inégalités, à leur reproduction, le système éducatif est une pièce maîtresse du dispositif et de la compréhension. Et beaucoup de choses pouvaient être observées sur ce qui se passait dans le système éducatif à la fin du confinement. Avec cette formidable invention de l'école de la République sur la base du volontariat, qui a montré évidemment dans un premier temps que les enfants qui retournaient à l'école étaient soit des enfants qui étaient issus de familles où les parents n'avaient pas d'autre choix que de travailler en étant exposés au virus dehors, ou de familles favorisées qui connaissent l'importance de l'école et qui avaient hâte de voir leurs enfants retourner à l'école. Et donc, quand on discutait avec des directeurs, directrices d'école dans ma ville, dans mon département, on s'apercevait que les enfants qu'ils avaient étiquetés comme étant en difficulté étaient ceux qui revenaient le plus tardivement à l'école, malgré des demandes répétées, des contacts avec les parents. Et donc, on était très inquiet de ce que la sociologie américaine a beaucoup documenté comme étant l'effet des longues périodes d'interruption scolaire sur la qualité des apprentissages et sur l'augmentation des inégalités sociales. Par exemple, les chronobiologistes alertent beaucoup sur le fait que la pause d'été est trop longue, etc. Bon, bref. Mais donc, du coup, on était intervenu pour demander, dans un contexte qui aujourd'hui apparaît un petit peu, dans un esprit qui aujourd'hui apparaît un petit peu trop optimiste, qui était à partir du moment où la vie économique, où les bars, où les restaurants rouvrons les écoles, ou en tout cas faisons en sorte que le plus possible d'enfants puissent revenir à l'école. Donc voilà les deux interventions que j'avais faites pendant cette période. Alors, une série de remarques maintenant, rapidement. D'une manière générale, évidemment, je l'ai dit, il me semble que la crise sanitaire révèle aux yeux de tout le monde, y compris à celles et ceux qui préfèrent ne pas trop les regarder d'ordinaire, à quel point nos sociétés sont fracturées, pour ne pas dire ravagées, par les inégalités sociales. Et je voudrais juste faire quelques toutes petites remarques. D'abord, je disais fracturées par les inégalités sociales. Je voudrais dire un mot sur la grille de lecture générationnelle. On entend monter une petite musique depuis quelques semaines selon laquelle finalement les jeunes seraient la principale victime de la crise, que finalement pour protéger et pour économiser quelques dizaines de milliers de vies d'octogénaires ou de nonagénaires, on obère l'avenir d'une génération qui est maintenue en cours à distance, etc. etc. Je voudrais dire que la lecture générationnelle, c'est une lecture qui, indépendamment de la crise sanitaire, prend de plus en plus d'importance dans le débat politique. Quand on fait une réforme des retraites, c'est au nom des jeunes. Hein, on voit bien depuis des décennies qu'à chaque fois qu'on fait une réforme des retraites, c'est pour dire mais oui, mais c'est pour sauver le système pour les générations futures. Mais ça peut être aussi quelque chose qui est mobilisé par des associations, des syndicats étudiants, la génération sacrifiée, etc. Moi, je suis de plus en plus mal à l'aise avec cette grille de lecture et il me semble que la crise de la Covid-19 montre bien ça. C'est-à-dire que pour dire les choses de manière un petit peu brutale, un septuagénaire qui a une résidence secondaire en Normandie court a priori moins de risques d'être exposé au virus qu'un jeune de 20 ans qui habite en Seine-Saint-Denis. Et donc il me semble que cette crise de la Covid-19 montre bien à quel point il faut modérer ces analyses générationnelles et ne pas oublier qu'avant tout, les générations demeurent traversées, fracturées par les inégalités sociales. Deuxième remarque, le caractère cumulatif des inégalités.
Et de ce point de vue, je trouve que l'enquête de l'INSERM, qui a été réalisée avec l'adresse, avec l'INSEE notamment, qui est une enquête dont les résultats ont été publiés vendredi dernier, je crois, et qui est une enquête en population générale sur la mesure de l'exposition à la Covid-19. Et évidemment, cette enquête confirme la très inégale exposition au virus en fonction des métiers, en fonction des catégories socio-professionnelles, en fonction des territoires, en fonction de la taille du logement. Et il me semble que, de ce point de vue, si cette crise est révélatrice de quelque chose, et si elle est utile pour les sciences sociales, j'allais dire de manière un petit peu brutale, c'est bien de nous convaincre définitivement que les inégalités se cumulent et font système. Et en fait, je veux en venir à une question qui traverse la société et qui a des impacts sur les sciences sociales. Je vais le dire très mal parce que c'est vraiment une réflexion que j'ai du mal encore à verbaliser, enfin en tout cas à dire de manière, j'allais dire, correcte, puisque c'est des débats un petit peu politiquement très chargés. On voit bien comment monte dans la société le débat entre ceux qui se qualifient de république universaliste et puis ceux qui donnent davantage de place aux revendications identitaires, on va le dire comme ça. C'est un débat qui traverse un peu les sciences sociales. En gros, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'avec les classes sociales, est-ce qu'avec les inégalités sociales, on a fini notre job pour décrire la manière dont les inégalités se reproduisent ? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire au-delà des classes sociales ? Donc c'est des analyses en termes d'intersectionnalité qui nous viennent du féminisme américain. Il faut prendre en compte la manière dont les rapports de classe, les rapports de race, les rapports de genre interagissent. Et il me semble quand même que cette enquête de l'INSERM dont je parlais montre bien la surexposition des descendants et descendantes de l'immigration et l'effet, osons le mot, notamment de la couleur de la peau. Autrement dit, un ouvrier qui est en Corrèze ou dans mon Pas-de-Calais natal, et il y en a encore beaucoup, n'est pas tout à fait exposé au virus de la même manière qu'un ouvrier qui va être descendant d'immigrés et qui va habiter en Seine-Saint-Denis dans une zone de population très dense. Et en fait, il me semble que là, on a un exemple avec cette crise de l'apport encore une fois, la nécessité d'articuler différentes dimensions des inégalités. Et peut-être qu'on n'a pas tout à fait tout dit une fois qu'on a parlé de classe sociale et qu'il existe bien sûr des risques et des facteurs de domination spécifiques. Je termine avec 2 toutes petites remarques. Il me semble aussi que cette crise est révélatrice de ce que j'appelle un petit peu le déni des inégalités, en tout cas de ce qui est désormais la tolérance de nos sociétés aux inégalités. Alors une fenêtre s'est ouverte presque par mégarde, imprévue, dans laquelle on a vu que finalement les personnes qui exerçaient les métiers les plus utiles étaient peut-être aussi fréquemment surreprésentées parmi les plus mal considérées. Mais il me semble que le risque est que cette fenêtre se referme assez vite, peut-être elle s'est déjà refermée d'ailleurs. Il me semble d'ailleurs que, comme souvent dans les sciences sociales, plus on psychologise, moins on fait. Donc cette sorte d'héroïsation des soignants n'est pas très rassurante sur ce qu'on va faire exactement de ce constat de la hiérarchie entre les différentes professions. Et il me semble, au-delà de ça, qu'on est face à une question absolument redoutable, parce que comment fait-on, une fois qu'on a fait le constat, pour réduire cet écart entre la pyramide des statuts et celle de l'utilité sociale. Alors on voit bien comment dans la fonction publique, pour les soignants, pour les aides-soignantes, pour les infirmières, on peut faire des choix budgétaires éventuellement, mais comment faire pour que la caissière de Carrefour soit mieux payée, mieux considérée? On voit qu'on touche là à des questions extrêmement douloureuses. Et puis enfin, et je termine là-dessus, j'ai oublié de déclencher mon chrono, je ne sais pas du tout où j'en suis. C'est bon. Grande inquiétude pour la suite aussi. Vous avez vu passer les chiffres sur l'augmentation des taux de pauvreté, sur le nombre de pauvres. On a aujourd'hui une grande inquiétude sur ce que va être l'après-Covid, donc avec ces indicateurs qui montrent que la pauvreté va exploser, que des centaines de milliers de salariés vont être plongés dans le chômage. Je disais tout à l'heure, pas exagérer la lecture générationnelle. Je veux quand même juste dire 2 choses et puis je termine là-dessus. Je ne minimise pas, parce que je ne veux pas minimiser ce que cette crise fait à la jeunesse. Au départ, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de jeunesse. Je pense par exemple, la frange la plus favorisée de la jeunesse, celle qui fait des études. Prenons un étudiant de L2 aujourd'hui, il a eu 1 semestre de cours en L1, il a eu 1 semestre à distance en L2, et là il est à nouveau à distance. Donc ne serait-ce que, je ne parle même pas de est-ce qu'on peut faire cours à distance, est-ce que c'est un même cours, est-ce qu'on transmet les mêmes choses, mais du point de vue de l'expérience étudiant, du point de vue de la sociabilité, ce qui est quand même un peu majeur à cet âge-là, on a là quelque chose qui, à mon sens, est peut-être assez grave, sinon dramatique. Mais toujours pour terminer, la fraction évidemment de la jeunesse qui va subir très longtemps
les effets de cette crise, c'est évidemment la fraction non diplômée, c'est évidemment la fraction non qualifiée, dont on sait très bien que le sort, quand on suit cohorte par cohorte, est très dépendante du contexte économique. On a des petits emplois mal payés et précaires quand il y a un peu de croissance, et ce sont les premiers à revenir au chômage quand la conjoncture se retourne. Quand on voit l'ampleur de la récession, à la fois dans son intensité et dans le nombre d'années qu'elle va nous concerner, là, on a évidemment un point d'inquiétude très grave pour l'avenir. Voilà, merci. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup à tous les quatre pour vos contributions tout à fait stimulantes et merci d'avoir respecté le temps. Comme ça, on a quelques minutes de discussion. On s'autorise combien de temps, Maryse ? 15, très bien. Donc écoutez, merci à tous. Effectivement, ce qui était très intéressant de manière transversale, c'est comment vous êtes tous revenus sur, d'une part, en tant que chercheurs, alors à des degrés divers, que cette crise a pu vous aider à vous révéler à vous-même. Alors, c'est des objets de recherche que vous avez tous déjà travaillé depuis longtemps, mais vous avez tous indiqué les uns les autres qu'il y avait certaines choses auxquelles vous n'aviez pas pensé ou certaines expériences vraiment très directement personnelles qui vous ont fait prendre conscience d'autres choses. Et puis, la question de la prise de conscience dans le débat public, dans les politiques publiques. Alors là, vous n'avez pas tous traité au même degré cette question-là, mais vous aviez quand même l'air tous globalement plutôt pessimiste qu'optimiste, pas complètement, mais un peu quand même, sur la capacité des chercheurs en sciences sociales à faire que ces questions-là restent à l'agenda, que les politiques continuent à s'y intéresser et qu'au final, on arrive à faire quelque chose, enfin, sur toutes les dimensions multiples que vous avez évoquées. Donc là, les questions sont à la salle. Pierre ? Je reviens sur l'inquiétude de Caroline Vincentini qui disait comment est-ce qu'on va faire en sorte que ces questions restent à l'agenda. J'avais une question qui allait exactement dans ce sens-là. J'aurais voulu répercuter sur les autres intervenants cette inquiétude formulée par Camille Penny de voir une fenêtre être en train de se refermer. Est-ce que dans vos domaines où vous avez pu mettre en évidence dans des conditions d'une certaine manière favorables des problèmes dans le domaine de la production, dans le domaine de la chaîne, dans ces différentes chaînes, est-ce que vous voyez aussi ce risque de refermeture ? Comment est-ce qu'on peut y réagir ? Et par rapport à la communication de Jean-Pierre Durand, je suis absolument désolé, j'ai pas noté ici, j'ai pas sur moi le nom du collègue qui est intervenu avec lui. On avait en effet deux noms. Pardon, Dominique Lehmann, merci, désolé. C'est le rôle plus particulièrement pour éventuellement maintenir une fenêtre ouverte ou réagir aux situations générées au niveau mondial en matière de travail de l'Organisation internationale du travail. Une question générale pour chacun. Christian. Sur la fenêtre, sur l'OIT, j'en parlerai pas, c'est pas moi qui suis le plus concerné, je pense, par la question, mais sur la fenêtre qui se referme, j'attends les chiffres pour savoir si les tribunaux ayant rouvert, on va de nouveau aller vers l'incarcération massive ou si on va commencer à réfléchir, ou enfin plutôt prolonger cette réflexion avec une fenêtre qui a déjà été refermée en 2014. Voilà. Ce qui m'inquiète plus, c'est qu'on revoit apparaître un débat sur l'insécurité avec dans les médias cette antienne qui est répétée sans arrêt sur on est dans une société de plus en plus violente, etc., qui à mon avis sert beaucoup à occulter les problèmes, notamment ceux révélés par Camille Penny. C'est vraiment, on retombe dans une stratégie relativement classique, mais où on a l'impression que ça continue à prendre dans le public. Il y a eu ce fameux sondage sur une demande de plus d'autorité, de plus de répression, etc., y compris envers les chômeurs. C'est là où je pense qu'il y a un lien entre nos diverses réflexions. Y compris contre les chômeurs, les gens seraient de plus en plus réticents à accepter de payer des chômeurs, alors même que la crise augmente. C'est quand même, ça incite pas à l'optimisme, effectivement. Jean-Pierre ? Oui,
Je crois qu'il faut être assez clair avec notre statut. Dans les sciences sociales, ou en général, on va dire qu'il y a deux grandes tendances. Il y a la tendance mainstream et gouvernementale, étatique et tout ce qu'on veut, tenue par les économistes néolibéraux qu'on voit quand même en permanence dans les chaînes de télévision. Et puis, il y a des spécialistes, des sociologues, des psychanalystes, des anthropologues, mais aussi des économistes, heureusement, des historiens, qui sont plutôt critiques et qui ont une vision critique de l'histoire de la société d'aujourd'hui et qu'on voit beaucoup moins. Euh, Y compris que lorsqu'on est invité par des médias, il faut se cantonner à un discours euh, qui va dans le sens souhaité par la direction de la chaîne ou par l'État. Je vais prendre un petit exemple, et c'est pour ça que c'est très difficile de faire durer notre discours et de le faire entendre. Pendant un moment, j'étais devenu le spécialiste du travail du dimanche. Donc j'ai fait à peu près la tournée de toutes les chaînes de radio et de télé, mais une seule fois, parce que j'avais pris une position contre le travail du dimanche. Or, comme chacun sait, le travail du dimanche, il paraît que c'est efficace, ça crée des dizaines de milliers d'emplois. Évidemment, on a vu le résultat, c'est pas vrai. Et donc, à partir du moment où on va à l'encontre des idées dominantes, on a quand même beaucoup de mal à faire sa place. Et je dirais, mais je vais pas ouvrir le débat maintenant, il y a un sous-débat dans la communauté intellectuelle autour de l'intersectionnalité et des questions ethno-culturelles qui a été évoqué tout à l'heure, mais qui est aussi un vrai débat. Et on voit aussi comment, à l'intérieur du système intellectuel, il y a une sorte de mainstream autour de l'usage d'un vocabulaire qui me paraît totalement erroné, mais je n'ai pas le temps de démontrer pourquoi. Le retour à la race, ça me paraît excessivement dangereux, d'une part. Et d'autre part, pour prendre l'exemple tout à l'heure, en banlieue, effectivement, moi j'habite aussi une banlieue ouvrière, il est clair que les populations récemment immigrées ou plus tardivement enfin, immigrés, sont des travailleurs, des salariés, et en fin de compte, des classes populaires les plus démunies. Alors qu'ils soient les plus marginalisés, les plus mal logés et les plus sujets aux maladies, c'est évident. Mais est-ce que c'est parce qu'ils sont noirs ou maghrébines, ou bien parce qu'elles appartiennent aux classes dominées les plus pauvres, les derniers arrivés sans emploi, comme c'était autrefois les Italiens, les Portugais, les Yougoslaves, et bien avant les Bretons ou les Savoyards. Voilà des questions qu'on traite d'une manière, à mon avis, très caricaturale aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à se faire entendre, parce que je pense que quelque part, on n'est pas toujours audible avec des raisonnements qui sont quand même marginaux. Voilà. Merci. Merci. Camille ou Ahmed, si vous voulez compléter. Bon, Camille, ça me paraît plus dans la continuité directe, mais Ahmed, n'hésitez pas à intervenir après. Je pourrais intervenir après, oui. D'accord. Si vous me laissez un peu de temps, Oui, parce oui. que je pense qu'on a une contrainte de voilà. temps. Oui. Camille, rapidement. Oui, alors juste deux mots. Moi j'évoquais juste ce débat sur la classe et la race, comme disent les collègues américains. Moi, je viens plutôt d'une formation qui insiste sur la classe. Mais je pense qu'il y a quand même des éléments qui peuvent permettre de contribuer à mieux comprendre la manière dont les inégalités se structurent, mais je ne suis pas sûr qu'on serait très éloigné sur cette position. Non, sur le rôle du chercheur, il y a aussi un aspect que je voudrais mentionner, c'est aussi la fatigue du chercheur. La fatigue au sens où moi j'ai l'impression de ressasser. En fait, j'ai commencé ma présentation en m'excusant. Je me suis dit, je vais dire des choses évidentes. Et en fait, quand vous travaillez toujours ces questions, elles vous semblent absolument évidentes. Oui, nous sommes dans une société qui est minée par les inégalités. Bon, ok. Et ensuite, la traduction de ce qui en est fait par le politique, évidemment, on ne la maîtrise pas. On voit bien que ce n'est pas la priorité à l'agenda politique. Et par ailleurs, moi, je n'ai pas la prétention d'estimer que mes travaux m'amènent à dire des choses radicalement nouvelles et pertinentes tous les 2 ans dans le débat public. Donc il y a aussi cette sorte de fatigue face au fait que ce sentiment de ressasser, quoi. Voilà, oui, je ne vais pas faire la énième tribune pour dire que c'est plus difficile d'être caissière que d'être... Voilà. Et pourtant, il faut le faire. Je considère que ça fait partie aussi de notre métier de le faire un peu. Mais il y a aussi des fois ce sentiment de... Voilà, oui, je trouve pas l'adjectif, mais vous m'avez compris.
Merci. Euh, Ahmed, c'est à vous. Pardon, est-ce que je peux dire juste un demi-mot, mais vraiment une minute, pour dire que sur la question de la possibilité d'être entendu dans le débat public, moi je compte un peu sur la réflexion autour de la MSH en reconstruction actuellement et de colloques comme ceux-là. Je pense que c'est des questions qu'on doit se poser collectivement en tant que collectivité de chercheurs, d'intellectuels, parce que c'est pas individuellement dans les médias, même si c'est bien de publier un truc de temps en temps, mais c'est pas comme ça qu'on va relancer ce qu'on pourrait qualifier, je crois, de bataille culturelle et d'obliger non pas à imposer un point de vue, mais un vrai débat et pas une polémique vaine ou pas la parole effectivement au courant mainstream uniquement, qui sont quasiment que ceux qu'on entend dans les grands médias. Voilà, je m'arrête. Bien, alors moi, je vais revenir sur le cœur de mon intervention, qui est la localisation de la production. Et en relation avec la Covid-19, parce qu'en fait, le sujet de nos discussions, c'est bien les pandémies. Alors, juste deux éléments importants. Le premier, c'est que les pandémies sont devant nous. Là, je ne suis pas spécialisé pandémie, mais je m'appuie tout simplement sur les travaux sérieux de la CIA, le rapport 2025-2035, il est écrit partout de manière extrêmement substantielle qu'il y a un risque important pour les pays, les nations, d'une répétition des pandémies dans des pays, notamment tropicaux, mais pas exclusivement. Ça veut dire que les problèmes sont récurrents et probablement la fenêtre, de ce point de vue, ne va pas se fermer. Ma deuxième remarque est d'ordre systémique. Donc, si on regarde le capitalisme mondial, du point de vue de la localisation de la production, j'entends, il y a quand même une émergence d'un capitalisme asiatique chinois, donc qui va ressembler à beaucoup d'égards par certains aspects. Il y a un aspect autoritaire souligné tout à l'heure, mais il y a un aspect aussi organique, plateformique du capitalisme chinois qui, lui, va avoir, et là, je m'appuyais principalement sur, sur l'économiste géographe britannique David Harvey, sur l'aspect spatial du capitalisme. Et donc, on aura à faire face à une localisation de la production chinoise dans d'autres parties du monde. Et alors, quelles sont les parties candidates? Probablement l'Europe, évidemment, mais on aura aussi des problématiques de démographie. Et probablement, l'Afrique va être intéressante. Et ma troisième remarque sur le changement, qui est à la fois possible mais impossible, il est impossible parce qu'il est très difficile de changer les systèmes d'incitation. Or, les entreprises, les choses ne peuvent changer que pour l'essentiel, c'est les entreprises elles-mêmes changent leur système de gouvernance et les règles d'organisation de la production. Celles-ci sont difficilement changeables de l'intérieur. Il faudrait peut-être qu'il y ait une nouvelle génération d'entrepreneurs ou que l'épuisement des ressources soit réellement flagrant pour que les choses changent. J'ajouterai juste un dernier point, que la localisation de la production en Europe, en particulier en France ici en l'occurrence, va se faire nécessairement de manière différente qui s'est faite dans le contexte chinois. Et en particulier, il y aura probablement, et les technologies numériques probablement vont aider, par beaucoup plus d'investissements dans l'innovation, dans la R&D, dans une façon de produire qui n'est pas nécessairement ni fordiste, ni taylorienne. Et j'en reste là pour l'instant. Merci à vous. Merci beaucoup. Je crains malheureusement qu'il n'y ait plus le temps pour de nouvelles questions, mais nous pourrons poursuivre l'échange lors du déjeuner et plus tard. Donc je vous remercie beaucoup et puis je crois que nous passons sans transition à la table ronde suivante. Merci à tous. Merci. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.